3 invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Nathalie Pelleras est avec nous ce soir. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Grégoire. DG de 4 Points IM. Alain Pitous nous accompagne également. Bonsoir Alain. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes Senior Advisor ESG et je suis ravi d'accueillir Edmund Ching pour sa première. Edmund, bonjour. Bonjour. Vous êtes Global CIO, directeur des investissements global de BNP Paribas Wealth Management. C'est votre première. Edmund, vous avez le droit à la parole en premier pour commenter l'ambiance de marché. C'est ce que je disais en titre. La volatilité est de retour depuis quelques semaines. Elle semble s'installer. On voit des alertes un peu plus fréquentes sur les marchés. Moins de hier, plus de aujourd'hui. Qu'est-ce que ce régime de marché, ce régime de volatilité nous dit des sujets et des inquiétudes peut-être des investisseurs aujourd'hui? Honnêtement, pas grand-chose. Parce que, de point de vue saisonnel, tous les septembre, normalement, sont assez volatiles. Septembre, historiquement, est quand même le mois le pire de l'année, de chaque année, normalement, pour les bourses. Donc, qu'est-ce qui se passe? La bourse, les marchés actions baissent un peu. Alors, ce que m'étonne un peu plus, c'est qu'on n'a pas vu de la volatilité dans les marchés actions depuis très longtemps. Oui. Donc, c'est pour ça que peut-être moins de plus de... Honnêtement, c'est pas très grave. C'est pas une vraie volatilité. C'est pas ce qu'on a vu en 2008, en 2011, en 2000. Là, ça c'est une volatilité, ça une crise. On n'a pas de crise aujourd'hui. On a des petits soucis, mais pas une vraie crise. Donc pour moi, pas de soucis. Et normalement, à partir de mi-octobre, la tendance s'annonce très bien, excellent même, pour les marchés actions, notamment en Europe, jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qui vous fait être confiant à ce point-là, Edmund? Le momentum de bénéfices nets par action des actions en Europe et aux États-Unis reste à la hausse. La tendance toujours haussière. Donc ça, c'est une bonne chose. Deuxième chose, le taux réel à long terme, les obligations au taux réel long terme restent très négatifs, qui donne qui soutient bien les marchés actions. Et enfin, la croissance économique. Bien sûr, on parle de la stagflation, la peur d'inflation aujourd'hui, blablabla, mais enfin, en fin de compte, le niveau de croissance mondiale reste bien orienté, même pour 2022, malgré tous les problèmes de chaîne d'approvisionnement qu'on a aujourd'hui avec les puces semi-conducteurs et tout. Ok, très bien, on a des petits soucis, mais c'est normal. On n'a jamais vu une telle récession suivie par un tel rebond en si peu de temps. On n'a jamais vu, même dans les années 30, jamais vu. Donc, c'est difficile à décrypter ça aujourd'hui. C'est intéressant. Vous dites qu'il ne faut pas jouer à se faire peur. Les fondamentaux restent positifs, même en termes de croissance, parce qu'on a quand même une accumulation de sujets. La crise énergétique qui vient rajouter quand même un sujet supplémentaire au problème de pénurie, de rupture dans les chaînes d'approvisionnement. Sur le front des banques centrales, on a quand même un petit virage qui est en train de se mettre en place avec l'idée qu'on va réduire quand même un peu le niveau d'accommodation générale que les banques centrales peuvent apporter aujourd'hui. Pour autant, vous dites, le marché aurait tort de repricer trop fortement les anticipations de croissance qu'on a pour demain, là. Exact, parce que bien sûr, leur croissance économique va quand même baisser parce qu'on est au niveau qui ne sont pas soutenables à terme. Pas du tout, parce qu'on a des chiffres mais fabuleux, mais ce n'est pas soutenable à long terme. Donc il faut quand même que les chiffres baissent au niveau plus raisonnable pour le long terme, mais je trouve ça tout à fait normal. Et c'est tout. Bon, lecture positive, c'est le verre à moitié plein. Alors, est-ce que vous partagez cette idée-là, Nathalie, sur le moyen terme, notamment? Ou est-ce qu'il y a quand même des raisons d'être peut-être un peu plus inquiet aujourd'hui sur les marchés? Non, mais sur le moyen terme, on ne peut qu'être d'accord, parce que globalement, c'est vrai, le contexte est plutôt positif. Et puis, il faut voir que le marché, en fait, c'est vraiment plutôt un sentiment. Parce que il y a 1 an et demi, on se serait réjoui de voir des matières premières aussi élevées. Ça veut dire qu'il y avait de la croissance, qu'il y avait de la demande. Et aujourd'hui, on serait très très content d'avoir un pétrole à 30 $, parce qu'on dirait que c'est des coûts matières moins importants. Le problème, c'est que le marché se focalise toujours sur qu'est-ce qui pourrait faire que l'emballement, en fait, s'arrête. Et on a dans les craintes du marché que l'on voit dernièrement, certes, on peut rester très positif sur les marchés actions. Après, le problème, c'est que toutes ces données-là font qu'il y a des rotations monstrueuses à l'intérieur. Oui. Et que, bien sûr, que globalement, on peut rester petit parce qu'on peut se dire, c'est pas grave si les coûts de matières premières augmentent, si le pétrole continue à monter. Oui, pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de pétrolières dans les indices. Donc, elles vont en profiter. Et puis, si les taux montent, c'est pas grave, parce qu'il y a beaucoup de bancaires aussi dans les indices. Et donc, les bancaires vont monter. Ce sont les 2 seuls secteurs, d'ailleurs, qui ont été positifs à travers le mois de septembre, qui était un mois négatif au global pour les marchés. Parce que, pour une fois,
c'est des secteurs sur lesquels, en gros, tout est rose d'un coup. C'est pas cher, ça offre du rendement, leur chiffre d'affaires peut monter, leurs marges peuvent monter, et globalement, ça devient en fait l'actif refuge. Et en plus, c'est des secteurs cycliques. Donc, si on croit que tout va être magnifique demain parce qu'on a une croissance monstrueuse et que le seul problème, c'est qu'en fait, on a tellement de demandes qu'on n'a pas suffisamment d'offres en face pour venir, ben c'est le secteur à voir. Il n'y a rien qui n'aille pas. Ça fait... Non, mais juste d'entendre ça, c'est-à-dire que les pétrolières et les bancaires deviennent aujourd'hui des secteurs refuges pour les investisseurs. Je crois que je n'ai pas entendu ça en 10 ans. Non, mais en fait, c'est un constat. Je pense oui. Non, c'est juste l'explication que quand il y a exactement la même chose qu'à l'inverse, reprenez il y a 1 an et demi, un peu plus maintenant, mais au cœur de la crise, les secteurs, en fait, qu'est-ce qui s'en sortait et même montait dans un marché qui était exécrable, les valeurs les plus chères, avec de la croissance, ceux qui tiraient profit de cette crise du Covid. Et donc, ça pouvait être contre-intuitif de se dire, mais attendez, comment on peut être acheteur de risques, être acheteur de valeurs dans un marché aussi horrible que ça les investisseurs raisonnent toujours avec des choses sensées quand même. Donc, il y a ce cumul de facteurs positifs, plus un facteur d'incertitude en moins par rapport aux autres secteurs. Encore une fois, je ne dis pas qu'il faut aller que là-dedans. C'est que tout le monde a des craintes quand même sur les publications du T3. Oui. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a eu cette rotation-là. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a une grosse partie des anticipations sur lesquelles les secteurs qui vont souffrir, dont les marges vont souffrir parce que les coûts matières sont importants pour eux, les coûts du fret sont importants pour eux. Et donc, de fait, leurs marges vont être un peu sous tension. Ça a déjà été intégré par le marché sur le mois de septembre et début octobre. Ces risques de déception sur ces secteurs-là, banques, pétrolières et énergétiques, globalement, ils sont beaucoup plus faibles puisqu'il y a une lisibilité qui est plus importante. Et puis après, j'entendais un analyste spécialisé sur le secteur énergétique ce matin et je lisais quelque chose sur un papier dessus qui explique clairement et simplement que globalement, même si on va vers quelque chose de plus vert, même si on sait que le pétrole, sur du très long terme, ça va être remplacé, il y a quand même un problème aujourd'hui qui n'est pas que lié à l'OPEP, qui est que la production, le besoin, en fait, en énergie pétrolière, tant qu'on n'a pas le renouvelable qui prend le relais, est beaucoup plus important que la capacité à produire. Donc il y a un déficit sur les 5 prochaines années par rapport à ce besoin de pétrole qui peut justifier que les cours continuent à monter. Lié au sous-investissement chronique des dernières années dans le secteur. Hein. Là, il y a un gap qui s'est mis en place et qui est compliqué à combler, si ce n'est à travers du charbon, du pétrole, à n'importe quel prix. Et puis l'autre côté, qui est de dire de l'autre extrémité, les valeurs de croissance, si on pense que les taux vont monter, même s'ils montent progressivement, il y a un dégonflement de la valorisation de ces valeurs de croissance. Donc il y a des rotations intérieures des segments actions, mais on reste positif sur le segment actions. Alain, petit commentaire général sur le marché, fragilité, résilience. Oui, je vais essayer de compléter parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de trouver quelque chose d'un peu original. Enfin, original pas vraiment, mais je dirais 2-3 petites choses. La première, c'est sur les taux d'intérêt. Donc il y a un peu une anticipation de remontée des taux d'intérêt. Donc il y a un sujet économique à moyen long terme. Alors quelquefois, quand on se dit il pourrait monter beaucoup, donc ça fait une journée comme hier, puis finalement on injecte, donc ça se calme, puis on revient comme aujourd'hui. Mais je pense que ça crée un trouble sur les marchés parce qu'on se dit c'est pas tellement pour l'économie que c'est gênant. Aujourd'hui, on n'imagine pas que ce soit gênant pour l'économie. On imagine que ça soit un peu gênant pour quelques secteurs. Donc, on a évoqué les valeurs de croissance qui se font un peu raboter. Mais il y a aussi une petite crainte, je pense. Enfin, en tout cas, moi, j'ai ça en tête. C'est qu'il y a quand même beaucoup de leviers sur le marché. Il y a quand même des segments, on a cité le cas chinois avec Evergrande et maintenant Fantasia, de quelques endroits comme ça. Alors il peut y avoir des accidents. Donc il va y avoir quand même un peu comme ça la chasse aux pouilleux là, dans la période qui va arriver, avec ceux qui sont trop endettés. Des endroits où il y a un peu trop de levier, et sur le marché, on sait généralement, quand il y a un peu trop de levier, à un moment donné, ça finit toujours par craquer quelque part. Donc, je ne suis pas inquiet sur la tenue générale des marchés. Par contre, cette petite tension sur les taux alerte un petit peu en se disant il peut y avoir des endroits où ça peut casser quand même et taper assez fort quand même, style immobilier chinois. Bon, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, et c'est marrant, j'ai regardé mes notes la dernière fois, parce que j'avais fait des notes la dernière fois, je les ai pas fait cette fois-ci, je suis désolé, j'ai pas eu le temps. Mais j'avais fait des notes et j'avais regardé et on disait
quels sont les endroits où il pourrait y avoir du risque. Et pour moi, le risque, il peut venir par les devises, en fait. Parce que tout est vraiment sous contrôle de partout. Oui, et ça commence à bouger d'ailleurs. Alors, c'est ça un peu, c'est un petit peu la nouvelle par rapport à la fois d'avant où j'étais venu il y a très longtemps. Vous ne m'avez pas invité depuis très longtemps. Il y a un mois. Oui, il y a un mois. Bon, ça va. Non, mais je plaisante, mais bon. Non, mais blague à part, ça commence à bouger un petit peu. Ouais. Alors, avant, on avait de temps en temps la livreture qui fait la danse de Saint-Guy. Bon, on s'en fout un peu, la livreture, tout le monde s'en tape. Mais par contre, quand on regarde l'eurodoll, ça commence à bouger un peu. Et en fait, le sujet là-dessus, c'est, on s'est aussi dit depuis un moment, c'est tant que les banques centrales sont coordonnées, ou à peu près, même si elles ne le disent pas vraiment, le risque, il est quand même très faible globalement. On ne peut pas avoir un accident majeur. Par contre, et moi, c'est ça un peu qui me fait allumer un petit warning. Bon, enfin, faut bien dire quelque chose, sinon on ne va pas parler de la hausse de la bourse, machin. Mais le truc, c'est les deux warnings, c'est des effets de levier. Ah ouais, j'entends. Donc ça, il y a ça. J'entends. Et ce petit truc qui arrive sur les devises, alors c'est pas énorme, hein, mais on était Le tellement... petit truc, c'est le dollar qui se renforce. C'est quand même ça. Bah, c'est quand même... Le truc qu'on voit un peu tous en ce moment, c'est le dollar qui est au plus haut depuis un an. C'est ça. C'est pas C'est pas délirant, majeur. mais Puis voilà, l'eurodoll est à 1,15. Et personne ne commente. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun commentaire officiel sur la parité de change. Donc ça, c'est... Et alors, par contre, moi, ce que j'entends, je regarde toujours les stratégistes américains, je regarde les grands stratégistes américains, et ils nous disent tous que le dollar va baisser, ce qui incite à l'humilité. Moi, je me souviens, en début d'année, le consensus, on devait être autour d'1,20 sur l'euro-dollar, c'était 1,40. Ouais, c'est pas de chance, quoi. Et puis l'autre point, quand même, c'est le dernier, je finis là-dessus, c'est ce petit problème de gouvernance. Vous savez que le ESG m'est cher, et la gouvernance de la Fed me fait quand même poser 2-3 petites questions, quand même. Non, mais alors je veux bien que vous précisiez un peu ce point-là, parce que, effectivement, j'en parle pas plus que ça, parce que, bon, c'est des personnalités au sein de la Fed qui dirigent des Fed régionales, etc. Mais vous dites quand même, derrière les hommes et les femmes qui dirigent les banques centrales, il y a quand même des sujets, là. En termes de comportement, mais c'est quand même incroyable. D'accord. Pourquoi pour le marché, ça peut être un problème? Non, mais... Que ça choque, ok, mais je veux pas... Mais c'est de la politique, tout ça. Donc, à un moment donné, les citoyens américains pourraient quand même être en droit d'être choqués, de se demander ce que c'est que cette institution où les gars, ils font de la spéculation avec des informations d'initiés. C'est pas le gars, il n'a pas un portefeuille boursier depuis 50 ans, et puis de temps en temps il fait des ventes, des achats. Et là, ils font des opérations. La question de marché, est-ce que ça affaiblit la crédibilité de la parole de la Réserve fédérale américaine quand elle parle au marché? À contrario, ça la renforce pas. Donc à partir de là, c'est gênant. Donc il va falloir le traiter, ce sujet-là, parce que les Américains, c'est pas certains pays européens où on va laisser passer des trucs. Ils vont se retrouver devant des commissions du Sénat, des commissions diverses et variées, où ils vont devoir s'expliquer, ils vont passer un sale quart d'heure, les gars, quand même. Donc, c'est pas bon, quoi. Enfin, ça décrédibilise un peu. Et alors, l'autre, qui a son mandat renouvelé bientôt, Jérôme Powell, ça va... pas encore officiellement. Ouais, mais ça le crédibilise pas, quoi. Donc, tout ça n'est pas très bon. Alors, vous me direz, c'est un peu contradictoire avec un dollar qui monte, mais voilà, je pense qu'il y a un peu de bruit autour de la Fed, autour des parités. Alors, c'est des tout petits bruits. Les taux, on ne peut pas dire qu'ils soient vraiment... c'est pas une explosion. Non. Mais tout ça fait un petit bruit global qui, par endroit, peut être gênant. Edmund, je reviens à votre vision plutôt constructive sur les marchés. Beaucoup de bruit aujourd'hui, mais ça ne vous inquiète pas sur le moyen terme. Quand vous regardez quand même la dispersion qui s'est installée dans les marchés à travers le mois de septembre, les fameuses rotations sectorielles, où est-ce que vous voyez des opportunités à saisir, justement? Mais deux secteurs, absolument, je suis absolument d'accord. Les secteurs bancaires et les secteurs pétroliers. Et je veux dire une chose, que le secteur pétrolier peut être un secteur ESG positif. C'est possible. Là, vous lancez le débat, c'est parfait. Je sais que tu voulais lancer le débat, donc je fais ton boulot pour toi. Exactement. Non, mais la question, c'est... la crise énergétique révèle quand même des failles absolues dans le mix énergétique tel qu'il est composé aujourd'hui. Il y a une logique ESG dans les marchés qui interdit, pour dire les choses simplement, à bon nombre d'investisseurs d'afficher des valeurs pétrolières dans leurs fonds brandés, marketés, climat, transition énergétique, ou pour des questions de label, ou ne serait-ce que parce que le client final ne peut pas comprendre cette idée-là aujourd'hui. Je pense que c'est plutôt là. C'est plutôt ce deuxième problème, c'est une question de marketing. Comment faire comprendre à nos clients qu'on peut avoir un fonds ESG positif
qui comprend quand même les valeurs pétrolières dedans. Grâce à la taxonomie. Voilà, grâce à la taxonomie qui est déjà mise en place par l'Union européenne. Donc c'est un truc imprimé sur papier et on suit tous. C'est possible. Mais vous dites, premier point, Edmund, en tant qu'investisseur rationnel, raisonnable, conscient de l'enjeu climatique, Ouais. vous dites avoir du Total Energy ou une autre, un BP, Shell, enfin voilà, les big oil, Ouais. vous dites c'est pas une aberration. Non, au contraire, c'est peut-être même logique et légitime. Peut-être. Ça dépend Alors, de la tendance. Donc, effectivement, la direction, le momentum dans la société. Si, par exemple, le rôle de Shell, Total ou autres continuent à investir dans les énergies renouvelables, dans les technologies pour capter le carbone, ça, c'est une bonne chose. Nous, comme investisseurs, doivent encourager ces sociétés à continuer à faire ces investissements. Et c'est ça qui est important. On fait la transition. On ne peut pas passer, c'est pas binaire, on passe pas de 1 à 0 demain. Impossible. Mais il faut faire ça progressivement, il faut garder ça en tête. Et si, par exemple, les grands pétroliers investissent de plus en plus dans les énergies renouvelables, dans les stratégies pour capter le carbone, de réduire nos émissions de carbone, c'est quand même la bonne direction pour tout le monde. et pourquoi le message est compliqué à faire passer au client final dans le monde du retail notamment, ou de la gestion privée en l'occurrence. Oui, Edmund. parce que c'est très simple. Il dit, attendez, si on fait une extraction de pétrole, des puits, c'est quand même du charbon à la fin. Ça va faire des émissions CO2 à la fin, bien sûr. Mais c'est, encore une fois, c'est comme réduire les émissions. On peut passer de quelque chose à 0 demain. Impossible. Parce qu'on consomme trop d'énergie. Et même si on fait une transition énergétique au plus vite que possible, c'est quand même impossible de faire ça demain parce que nous n'avons pas les technologies nécessaires. On le voit aujourd'hui. Les centrales à charbon tournent comme jamais dans le monde. Hein. Exactement. On a la conclusion qu'on ne voulait jamais avoir, c'est qu'on brûle, on brûle plus de charbon aujourd'hui que dans les années passées. Pourquoi ? Parce que par exemple, en Allemagne, ils ont décidé de quand même exclure l'énergie nucléaire à partir de 2022. Ah oui, très bien, mais en remplaçant cette génération d'électricité avec quoi ? Oui, avec le vent, avec les éoliennes, le solaire. Mais si le soleil un jour ne brille pas, le vent ne souffle pas, qu'est-ce qu'on fait alors ? Un peu de gaz russe. Voilà, Ah oui. et après, Non, mais- c'est le charbon allemand. On brûle le charbon allemand à cause de ça. Donc il faut une infrastructure de stockage d'électricité qui n'existe pas pour l'instant. Alain, alors j'ai répété cette question pour vous. Non mais si, parce que je veux bien la poser. Est-ce qu'il faut, en tant qu'investisseur, encore une fois, rationnel, raisonnable, conscient des enjeux climatiques et avec l'intention de faire du bien ou d'apporter sa pierre à l'édifice vis-à-vis de la transition énergétique, est-ce qu'il faut concevoir que le statut boursier d'une entreprise comme Total Energy puisse changer au point que demain, Total Energy soit considéré comme une green stock ? Alors, je dirais que là, c'est un peu une question d'horizon. C'est-à-dire qu'en fait, si on regarde, et je trouve que ce qui est bien en ce moment, c'est qu'on sait ce qui s'est passé sur le charbon. C'est-à-dire que jusque maintenant, on parlait dans le vide. C'est-à-dire que les mines de charbon et les producteurs de charbon aux États-Unis, qui sont privés, avaient monté, avaient un parcours boursier, ça montait, ça baissait. Bon. Et puis, on voit que ce qui s'est passé, à force qu'on leur tape dessus, que même pour acheter une pelle, ils n'ont plus de financement, ils ont tous fait faillite. Ceux qui avaient une part de leur activité dans le charbon l'ont vendu, l'ont même parfois donné de l'argent pour que quelqu'un le fasse tourner. Et ces quelqu'un ont tous fait faillite aussi. Donc c'est en train de partir de l'écart. Donc on voit bien ce qui se passe quand on reste spécialisé sur des énergies, sur des énergies qui sont pas propres en fait. Hein. Donc ce qui va se passer, et d'ailleurs c'est comme ça déjà pour le pétrole de schiste aussi. C'est-à-dire que le pétrole de schiste ne fera pas le complément comme il l'a fait il y a 7-8 ans. Parce qu'il n'y a plus de financement. Il n'y a plus de financement. Et puis, alors pareil, il y a des gens qui font spécialiser dans le gaz de schiste, le pétrole de schiste, ils sont tous en train de partir dans le décor. Donc on voit sur un horizon très long, ceux qui s'amusent à faire les malins en disant je resterai jusqu'au dernier moment dans le pétrole et uniquement dans le pétrole, vont partir dans le décor. Donc j'ai entendu il y a quelques mois le patron de Chevron, c'est quand même impressionnant. Le gars, il vous dit, donc super sapé, costard, machin et tout, et puis il vous dit, non, nous on a fait du pétrole depuis que la boîte est créée.
le monde entier est venu chercher du pétrole chez nous. Ça a permis un développement économique extraordinaire. On continuera. Jusqu'à la dernière goutte. Jusqu'à la dernière goutte. Donc ceux-là, je pense qu'ils vont rencontrer un gros mur à un moment donné. Et le patron, regardez-le bien, parce que je pense qu'à un moment donné, on va lui dire d'aller jouer ailleurs, quoi. Mais les autres, ceux qui sont en train de faire autre chose, parce qu'ils voient le vent venir, ils sentent le vent venir, enfin, ils vont le tourner plus exactement. Enfin, c'est pas compliqué quand même. Et je pense que ce qui va nous aider, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la taxonomie. C'est-à-dire qu'en fait, comment ça fonctionne aujourd'hui, on vous dit ce que vous avez de vert rentre, est libellé taxonomie européenne, est un investissement, est un bien durable dans lequel vous pouvez investir. Donc on va pouvoir dire mon portefeuille il est X% aligné sur la taxonomie. Donc quand Total fait 80% de pas vert, pas durable, et 20%, il est affiché à 20%. Et demain, aujourd'hui, on affiche juste le chiffre d'affaires vert, c'est-à-dire tout ce qu'ils vendent en éolien, en solaire, etc. Donc ils ne sont même pas à 20%, ils sont à 6-8, quelque chose comme ça. Mais demain, on va rajouter le cash flow. C'est-à-dire qu'on va rajouter les investissements, le CAPEX de ce qu'ils font dans des énergies renouvelables. Et donc, on va pouvoir afficher de manière officielle, sans violer qui que ce soit, on pourra afficher que telle boîte d'énergie est à 40%, telle autre à 30%, telle autre à 20%. Et dans vos portefeuilles, vous ferez voir ça. Et puis, ce qui est bien dans cette réglementation, c'est que tout le monde est concerné. C'est-à-dire que le client, monsieur, et ses intermédiaires devront afficher pour leurs clients un alignement taxonomie. En tant que gérant, la même chose. En tant que banque, la même chose. Et Total donnera des chiffres de la même façon que Chevron, de la même façon que Royal Dutch, etc. Donc, on aura comme ça une homogénéité, on aura un genre de plan comptable extra-financier qui permettra de jauger les investissements les uns par rapport aux autres. Et on vous embêtera plus sur le nom de l'émetteur, on vous dira... Parce que quand vous aurez un portefeuille qui sera à 0% ou 5% taxonomie, et puis un autre à 40%, le client de la BNP, il dira je préfère ce fonds-là que cet investissement-là qui n'est pas bon, quoi. Et ça sera un peu tamponné officiellement. Mais ce ne sera plus la question de savoir est-ce qu'il y a Total ou pas dans le... Mais donc la logique va changer, vous dites quand même. Ah mais après, il y a un truc de pédagogie, on en parlait en antenne avec Nathalie, c'est un truc de pédagogie. Et la pédagogie, ça vient pas... c'est pas parce que je l'ai dit ici que le monde entier va changer demain. Il va falloir répéter, expliquer. Et d'ailleurs, le problème qu'on a, par exemple, sur et c'est pour ça que c'est vraiment extrêmement important, et les Français se sont fait rouler dans la farine avec cette histoire de taxonomie sur le nucléaire. C'est-à-dire que le nucléaire... Non, c'est pas fini, ils vont faire de la politique, mais c'est dommage que techniquement, ils n'aient pas réussi à faire passer le truc, parce que il y a des histoires de taxonomie sur quand vous avez un investissement qui a un biais négatif sur quelque chose, et en l'occurrence, le nucléaire a un biais négatif sur la biodiversité, on peut pas dire le contraire, les déchets. Mais voilà, donc on va régler ce problème-là pour des raisons politiques, et le gaz l'est parce qu'il remplace le charbon, donc comme c'est moins polluant, c'est plus efficace, etc. Mais l'Allemagne aura le gaz et la France obtiendra le nucléaire. C'est pour vous dire que la taxonomie, c'est hyper important. Vous voyez les Français, comment ils se battent pour que la taxonomie soit prise en compte. Parce que, pourquoi ils veulent ça? Parce qu'ils veulent que l'épargne aille financer ces évolutions, et pas le budget de l'État. Parce que demain, si on ne change rien, c'est le budget de l'État qui finance, et on préférerait que ça soit l'assurance vie de M. Favet et de Mme Pelleras qui finance ça plutôt que le budget de l'État. Donc ces choses-là. Donc oui, il y a des énergéticiens qui changeront demain de statut boursier. Voilà, parce qu'on aura des éléments pour le démontrer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est difficile quand vous lisiez, quand vous arrivez de votre client, j'ai du Total en portefeuille. Le client il dit, mais attendez, qu'est-ce que c'est que ce cirque? Moi, je voulais un fonds durable, quoi. Je voulais pas un truc... Oui, mais demain, quand vous direz, il est durable, on vous le prouve, il est à 40% ou 50% ou 60%, vous pourrez montrer quelque chose. Est-ce qu'il faut avoir du Total énergie en portefeuille dans une logique de participer, d'investir sur le thème de la transition énergétique, Nathalie? Je pense qu'il ne faut pas avoir que la transition énergétique, parce qu'en fait, la transition énergétique, c'est une des thématiques sous-jacentes dans l'intégration d'une approche ESG, mais globale. Et que, bien sûr, et c'est toute la partie verte, mais il ne faut pas oublier, les autres éléments, qui sont la gouvernance, Alain le rappelait tout à l'heure, et puis et la gestion, en fait, globale d'une société. Et sans oublier non plus que tout est aussi une question de plus on aura donné, mieux ce sera, mais en relatif. On parle souvent des approches best in class. Oui. Qui permet en fait, qui a cet avantage, elle a d'autres inconvénients, mais elle a un avantage qui est en fait de ne pas bannir, de ne pas proscrire un secteur en disant en fait voilà, on décrète que ce secteur-là on n'en veut pas pour X raisons, parce que le jeu c'est pas bien, c'est controversé, le jeu c'est pas bien, le pétrole c'est pas bien parce que ça pollue.
Non, on va regarder secteur par secteur en essayant de trouver une façon de noter quels sont les meilleurs élèves de ces secteurs-là, parce qu'ils investissent réellement, parce qu'ils polluent moins, parce qu'ils ont une meilleure gouvernance, ce qui permet de pouvoir justifier de continuer à avoir ces secteurs en portefeuille. Et surtout, après, il faut choisir, en fait, quelle thématique, quel est le sens que vous donnez à l'investissement. Nous, on fait plus de la multigestion sur cette partie-là. Dans des mandats thématiques, dans des mandats dynamiques basiques, sur lesquels je n'ai pas cette notion de thématique autre, on peut être investi sur une thématique matière première, parce qu'elle peut avoir du sens financièrement. Et vous pouvez trouver aujourd'hui des fonds matières premières avec des approches ESG qui, justement, eux-mêmes vont intégrer ces filtres. Donc, en fait, je délègue la patate chaude. Oui, Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qui est très important, c'est que de la même façon qu'une boîte, pour qu'elle puisse devenir propre et toute belle en ESG, il faut qu'elle investisse de façon monstrueuse. Eh bien, les asset managers, les analystes, pour pouvoir décortiquer, analyser une valeur et vouloir réellement lui donner une notation, eux aussi, il faut qu'ils investissent. Parce que c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de travail. Donc, si vous voulez pouvoir être sûr que quand vous achetez un secteur ou une thématique, il y ait cette approche qui a été faite de façon ESG, de façon vertueuse, une réelle approche et pas une approche marketing. Je m'estampille un peu ESG, mais en fait, en réalité, j'en fais pas vraiment. Mais oui, il faut faire appel à des spécialistes. Et là, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait avoir une exposition sur des secteurs. Alors évidemment, je mets armement et charbon, mis à part. Il y a des secteurs qui sont vraiment sur lesquels l'ESG ne passe pas. Le tabac aussi, peut-être. Alors le tabac, bien sûr. Oui, mais c'est un point intéressant, Nathalie. Regardez les ratings ESG de boîtes comme Thales, comme Airbus. C'est pas des boîtes qui sont mal notées. Oui. Il y a une partie, j'ai pas le... Airbus moyen, quand même. Airbus moyen, à lundi. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette approche en relatif. C'est-à-dire que vous regardez ceux qui font de la notation donc des spécialistes là-dessus, ils vont pas regarder que la société en valeur absolue, ils vont regarder un peu son secteur d'activité. En gros, est-ce qu'il est très très mauvais en environnement, en sociétal, en gouvernance ? Et donc ça donne déjà un capital risque. Et après, ils regardent comment la société gère ce risque, est-ce qu'elle réussit à le baisser ? Et donc vous pouvez avoir, oui, si un Thales versus ses autres acteurs du secteur a une façon de gérer, j'en sais absolument rien, une façon de gérer et donc de baisser ses risques ESG, elle peut avoir une meilleure note que d'autres. Après, bien sûr, si vous voulez être vertueux totalement là-dessus, les premiers secteurs qui sont exclus, et d'ailleurs, même ceux qui ne font pas de ESG en général les excluent, c'est le charbon. Ça a commencé il y a des années, tout ce qui était mine antipersonnelle, quand ça a été ouvert armement, charbon, tabac, jeux. Ça, c'est des secteurs sur lesquels, oui, c'est difficile si vous êtes un puriste de trouver des... Et en même temps, tous les Français sont contents d'avoir participé à l'introduction en bourse de FDJ, par exemple. Oui. Mais c'est pour ça qu'en fait, moi, le côté extrémiste dans l'intégration de ces notions-là, tout doit se faire en douceur. Il faut du temps pour cette transition-là. Donc, et puis sinon, il faut trouver quelqu'un derrière pour prendre le relais. Parce que si ça ne peut plus être privé, il faut que ce soit public. Oui, du temps, sauf qu'on en manque. C'est le temps déjà qu'on a perdu depuis 2015, les accords de Paris, etc. La nouvelle COP arrive. Tous les États et tous les corporates qui avaient tous signé les engagements de Paris en 2015 sont tous en dehors des clous aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui va les États en tout cas. Oui, mais après, c'est pour dire, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui va financer ça. Donc, c'est des États. Pour moi, il y a deux sujets. Bon, il y a le sujet de transition climatique. Je pense que quand même, c'est l'enjeu majeur. Oui. Après, le reste, c'est une fois qu'on aura sauvé la planète, on pourra regarder de faire du social quand même. Mais bon, effectivement, aujourd'hui, on fait tout en même temps. Mais pour revenir à des boîtes comme Thales, je n'ai rien contre Thales, mais le risque de controverse est monstrueux. Et donc, parce qu'en fait, ce qui peut se passer, c'est il y a un missile qui tombe balancé par l'Arabie Saoudite sur une école au Yémen, ça tue 500 personnes. En pluie fine, ça va retomber dans les étages. On va vous demander de A à Z pourquoi vous avez, en tant que gérant, investi dans cette boîte-là, alors que vous saviez pertinemment qu'ils fabriquaient des missiles. Et du coup, ce risque-là est totalement disproportionné. Et moi, je pense que l'armement, si c'est un sujet régalien,
ça doit être pris en charge par le budget de l'État. C'est-à-dire que autant on parlait tout à l'heure du nucléaire qui, je peux comprendre que ça soit financé par les privés, et ça ne me choque pas. Par contre, les armes, si on considère que c'est un sujet régalien, ça doit être pris en compte par l'État et pas par le privé, parce qu'on reprend l'exemple, hein, à la fin, c'est l'épargne de l'assurance vie, enfin, c'est toujours comme ça que ça finit, c'est l'assurance vie qui finance tous des trucs comme ça, donc ça tient pas la route. Enfin, si on commence à renationaliser tout ce qui est un peu controversé, il va falloir le financer, le budget de l'État, là, en l'occurrence. Oui, qu'est-ce qui est controversé ? Les armes, oui, c'est clairement controversé. Enfin, clairement. Enfin, le tabac aussi, 8 millions de morts à l'échelle de la planète. Donc, il faut réfléchir. On parlait du jeu, mais le jeu, après, avec des règles, FDJ, ils ont quand même réussi. Ils font attention à ne pas faire. Non, il n'y a pas de stigmatisation dans tout ce dans tous les noms qu'on cite. Oui, enfin, ils font des efforts aussi. C'est-à-dire qu'en termes de SG, ils font gaffe. C'est-à-dire que c'est pas le truc en ligne avec les gamins qui jouent au poker toute la nuit. On n'est pas là-dedans. Donc, voilà, c'est un peu ça. Donc, moi, y compris dans des secteurs controversés, oui, il y a des mieux-disants, il y en a qui sont dans des logiques d'efforts et d'intention positive. Exactement. Et puis après, si le charbon, si les Russes ils veulent nationaliser le charbon et continuer à faire des mines à ciel ouvert avec des types en tongs qui vont chercher le truc au fond de la mine, ça les amuse. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse ? Mais il va falloir leur mettre une grosse taxe CO2 aux frontières et puis ça va les calmer. Hein. Non, mais tiens, à propos de mines, juste pour boucler sur le sujet avec vous, Edmund, là on parle des pétrolières en l'occurrence, mais on n'a pas encore ouvert le sujet du mining, des groupes miniers, toujours avec l'idée que la transition énergétique va être intense en utilisation de métal et de métaux au sens large. Hein. Voilà, il faut simplement dire que si on va tous rouler en véhicule électrique, les Tesla ou autres demain, ça se fait comment ? On fabrique les véhicules comment ? Le composant le plus cher, c'est bien sûr la batterie. C'est quoi dans la batterie ? Lithium, cobalt, nickel, aluminium, étain, cuivre. Ah, ça vient d'où ? Ah oui, les mines. Donc, on ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Mais bien sûr, on peut demander aux groupes miniers quand même d'être un peu plus responsables avec les déchets, comment ils traitent leurs employés, comment ils traitent l'environnement. Tout ça, là, ça, c'est un vrai sujet et c'est quand même bien qu'aujourd'hui, la présentation des groupes miniers aujourd'hui, normalement, c'est la deuxième page de la présentation. On fait du bien. Bla, 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 bla. E, S et G. Et donc, parce qu'ils ont besoin de dire ça, parce que sinon, bien sûr, aucun investisseur va acheter leurs actions. Et c'est aussi simple que ça. Il y a aussi le recyclage quand même, hein. C'est-à-dire qu'on est parti... autrefois, je regardais des boîtes du solaire. Il y a des boîtes solaires américaines qui aujourd'hui recyclent, quand elles enlèvent les panneaux, les vieux panneaux, ils en recyclent jusqu'à 90%. C'est-à-dire que c'était quelque chose qu'on n'imaginait pas. Avant, ils prenaient ça, limite, ils le balançaient dans la mer. Enfin, non, mais l'empreinte sur le cycle de vie, vous dites, est en train de s'améliorer considérablement. Puis même en question d'argent. Je veux dire que quand vous voyez les progressions, les gens qui recyclent, ils prennent une vieille batterie, ils la recyclent. Si on en recycle 90%, c'est pas la même chose que quand vous l'achetez comme avant, quoi. Enfin, c'est clairement le sujet. Hein. Bon. Allez, pour conclure, il nous reste 3 minutes. Je vous ramène à des sujets un peu plus immédiats sur les marchés. On aura le rapport sur l'emploi américain demain, Edmund. Non, la question, c'était les taux longs américains qui semblent intégrer une politique monétaire peut-être un peu plus restrictive à terme. On verra, certains nous disent que les taux de la Fed directeurs peuvent remonter peut-être dès la fin 2022, début 2023. Est-ce que c'est un sujet qui va prendre encore un peu plus d'ampleur, peut-être avec un bon chiffre d'emploi demain aux États-Unis, avec la prochaine réunion de la Réserve fédérale américaine début novembre ? C'est quand même un sujet difficile à traiter. Pour la Réserve fédérale, c'est difficile parce qu'ils ont toujours le double mandat. Bien sûr, le taux d'inflation, il faut maintenir le taux d'inflation aux alentours de 2% en moyen terme. Très bien, on n'est pas là pour l'instant. Mais il y a une deuxième partie du mandat qui est quand même le marché d'emploi. Oui. Le marché d'emploi plein. Plein, ça veut dire quoi ? On ne sait même pas. C'est 4%, 5% de chômage ? On ne sait pas. Et même, c'est combien le taux de chômage actuel, vrai taux de chômage aujourd'hui aux États-Unis ? On ne sait toujours pas. Parce qu'il y a quand même un niveau de chômage caché qu'on ne connaît pas. Pour moi, c'est peut-être aux alentours de 2,5%. Donc, pour moi, le vrai taux de chômage reste aux alentours de 7,5%. Donc, on est assez loin du plein emploi, voilà. Y compris en intégrant l'idée peut-être que la pandémie a détruit certaines forces de travail, une partie de la force de travail aux États-Unis. Ça, vous y croyez pas ? Non, parce que j'adore Joseph Schumpeter. L'idée de comment on dit en anglais, creative destruction. On détruit des choses, des industries, mais on crée des autres après. Et donc les emplois, peut-être, par exemple, le charbon, les mines. On n'a plus de mines,
mais on crée de l'emploi dans les véhicules électriques. Ben, c'est ça comment l'économie mondiale fonctionne. Ça fonctionne toujours comme ça. Et je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui, j'espère après la pandémie, après la pandémie, on est Oui, tout après, mais bon, quasiment, on espère quasiment, où effectivement, on a plus d'innovation qu'on avait avant. Plus de start-up, plus d'innovateurs, plus d'entrepreneurs. Ouais. Et pour moi, ça peut booster la productivité à moyen terme. C'est tout à fait possible, qui va booster la croissance et qui peut booster aussi l'emploi. Demain, rendez-vous à 14h30 pour le rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis. Les économistes attendent un rebond après des créations d'emplois positives au mois d'août, mais qui étaient un peu plus faibles que les mois précédents. On attend un chiffre autour de 450 000 créations d'emplois pour l'économie américaine au mois de septembre. Merci à vous trois d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Nathalie Pelleras, DG de 4Point.CM, Alain Pitous, Senior Advisor ESG et Edmund Ching, Global CIO de BNP Paribas Wealth Management.